L'analyse de double matérialité est la pierre fondatrice de la CSRD. C'est à partir de cet exercice que va pouvoir être construit l'ensemble du rapport de durabilité. En effet, c'est lui qui va permettre de définir quels sont les impacts, risques et opportunités. Et sur ces impacts, risques et opportunités, vous allez devoir publier quelles sont vos politiques, quels sont vos objectifs, quels sont les résultats, quelles sont les actions menées. Donc l'analyse de double matérialité est vraiment le socle de l'ensemble du document. Et plus qu'un outil finalement de reporting, un outil de communication, la volonté de l'Europe est de faire à travers cet exercice un outil de transformation de l'entreprise. Se poser les bonnes questions pour transformer l'entreprise en une entreprise plus durable. Donc ça veut dire que c'est un exercice qui va embarquer l'ensemble de l'entreprise, qui va permettre de revisiter sa stratégie RSE, de mieux l'intégrer au sein du modèle d'affaires de l'entreprise et qui va embarquer l'ensemble des équipes de l'entreprise pour tous ensemble aller vers une entreprise plus responsable. Donc, le principe de l'analyse de double matérialité va être d'évaluer un certain nombre d'enjeux RSE sous deux axes. D'un côté, la matérialité dite d'impact, c'est-à-dire quel est mon impact potentiel ou réel, positif ou négatif sur la société et l'environnement. Et l'autre axe, ça va être sous l'axe financier. Est-ce que cet enjeu peut représenter un risque ou une opportunité financière pour mon entreprise? La double matérialité porte le nom de double parce qu'un enjeu va être considéré comme matériel s'il l'est soit sous l'angle risque-opportunité, soit sous l'angle impact. Pas nécessairement sous les deux angles en même temps. Auparavant, on parlait d'analyse de matérialité. C'était un exercice qui était un peu différent, moins abouti. Chaque entreprise avait sa propre méthodologie parce que rien n'était finalement fixé par une réglementation. On parlait d'importance pour les parties prenantes, d'impact sur les parties prenantes, mais pas sur la société et l'environnement au sens large. Et on parlait d'importance pour l'entreprise, pas non plus nécessairement de risque financier ou d'opportunité financière. Là, la CSRD va fixer beaucoup plus le cadre et être beaucoup plus précise sur ce qui va être demandé pour analyser et évaluer l'impact et la matérialité financière. La gouvernance d'un projet d'analyse de double matérialité doit être portée par un porteur de projet en interne. C'est vraiment ce que nous recommandons. Une personne qui va être dédiée à ce projet, qui pourra bien évidemment être soutenue par un comité RSE, un comité de pilotage qui va être composé des différentes fonctions clés de l'entreprise et représentatif des différentes activités. L'objectif est que ce comité de pilotage soit composé de 3 à 6 personnes, mais ça va être des personnes qui vont être impliquées pour aller qualifier les impacts, risques et opportunités, les évaluer et puis challenger derrière les résultats. Il est aussi, de notre point de vue, très important que le COMEX, comité de direction, soit impliqué dans l'exercice, que ce soit directement à travers la présence d'un membre dans le comité de pilotage ou que ce soit très régulièrement reporté au COMEX pour valider au fur et à mesure les différents résultats. C'est un exercice qui est vraiment transformateur de l'entreprise, potentiellement, et donc les plus hauts niveaux de l'entreprise doivent être impliqués dans ce projet. L'exercice d'analyse de double matérialité va prendre en général entre 3 et 6 mois. Cela va dépendre bien évidemment de la complexité de votre organisation, de la disponibilité des différentes personnes en interne et de votre capacité à mobiliser les personnes pour évaluer les enjeux sous forme d'impact, risque et opportunité. Donc c'est un projet qui peut prendre un petit peu de temps, mais il est important de bien faire toutes les étapes, les unes après les autres, qu'elles soient bien validées les unes après les autres avant de pouvoir passer à la suivante. La première étape va être de qualifier vos enjeux sous forme de impact, risque et opportunité. Que veut dire le changement climatique en termes de risque financier potentiel pour l'entreprise ou en termes d'impact sur la société civile ou l'environnement? Donc, première étape, ça va être de définir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on met derrière chaque enjeu sous forme de risque, impact, opportunité, et ça va dépendre de chaque entreprise et de vos activités. Certains sujets vont être directement, dès le départ, supprimés. Par exemple, le bien-être animal n'aura
probablement pas du tout d'impact ou ne sera pas un risque pour une entreprise dans le tertiaire. La deuxième étape, une fois que vous avez bien qualifié ces impacts, risques et opportunités, ça va être de les évaluer. Évaluer quel est finalement le niveau d'impact, le niveau de risque ou le niveau d'opportunité que va représenter chacun de ces enjeux. Pour cela, pour évaluer les impacts, qui est plutôt la première étape que nous recommandons, avant risque-opportunité, le travail peut se faire en interne avec les spécialistes des sujets, faire évaluer ces niveaux de risque, impact, opportunité, par exemple par les directions ressources humaines quand on va parler des sujets santé-sécurité. Ou on peut aussi se baser sur des sources extérieures, des études scientifiques, des experts tels que des organisations non gouvernementales qui vont représenter l'environnement. Ensuite, on va recommander d'évaluer les risques et opportunités. Et là, ce sont vraiment les directions en interne qui sont les mieux placées pour vous aider à évaluer ces risques et opportunités. Les directions risques, s'il y en a une dans votre entreprise, les directions juridiques, les directions administratives et financières, par exemple. Pour l'évaluation, on va être sur des échelles à 4 ou 5 niveaux, de très faible à fortement impactant, par exemple. L'idéal étant de se rapprocher, si vous en avez une, de la cartographie financière de l'entreprise pour rester sur une même échelle, pour avoir justement un lien qui soit fait entre cet exercice financier et puis l'exercice de double matérialité. Les niveaux d'évaluation, de l'échelle de 1 à 4 ou de 1 à 5, va devoir avoir des définitions derrière, que chaque personne, quand elle va évaluer selon cette échelle, ait la même définition. Sinon, on risque d'avoir chaque personne détentrice de son sujet mettre son sujet critique, en disant, voilà, les RH vont mettre les sujets sociaux critiques, les responsables HSE peut-être les sujets environnementaux critiques, et finalement on n'aura pas une homogénéité, et l'auditeur pourra venir faire un regard, une remarque sur cette échelle de notation. Donc il est bien important de définir quelle est cette échelle de notation, et quels sont les différents niveaux pour avoir une belle homogénéité dans les évaluations. Nous conseillons de commencer par l'évaluation de l'impact, car les impacts pourront avoir derrière des conséquences sur les risques et les opportunités. L'impact va se mesurer avec la sévérité de l'impact, qui se compose de 3 critères. Quelle est l'ampleur de mon impact? Est-ce que c'est un impact très faible ou très fort? Quelle est la portée de mon impact? Est-ce qu'il va considérer quelques personnes ou une population entière, une zone locale, géographique locale ou l'ensemble de la planète? Et le 3e critère, la remédiabilité, c'est-à-dire la capacité à remettre dans l'état dans lequel c'était avant que l'impact ne se produise. À l'évaluation de la sévérité s'ajoute l'évaluation de la probabilité, à savoir est-ce que l'impact va être potentiel ou réel. Il s'est peut-être déjà produit ou peut-être se produira-t-il de manière certaine ou peu probable. Pour l'évaluation des risques et opportunités, on va également évaluer la sévérité et la probabilité. La sévérité sous l'angle quel peut être le risque ou l'opportunité d'un point de vue financier pour mon entreprise, mais pas uniquement d'un point de vue financier. On peut aussi se poser la question quel peut être le risque opérationnel, quel peut être le risque de réputation, quel peut être le risque réglementaire, en plus de quel peut être le risque financier pour mon entreprise. Par exemple, si un client décide de ne plus travailler avec des entreprises ayant des impacts sur les droits de l'homme et qu'on n'est pas en capacité de lui répondre, on a un risque opérationnel qui se transformera ultérieurement en risque financier. Au final, on va avoir évalué les risques, les opportunités et les impacts. On va devoir se mettre un seuil pour déterminer au-delà duquel on détermine que le sujet, l'enjeu est matériel. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être audité, qu'il faudra justifier auprès de son auditeur, de dire pourquoi tel sujet a été pris en compte comme matériel et tel autre sujet n'a pas été pris en compte comme matériel. Auparavant, dans l'exercice de matérialité, on avait l'habitude de représenter l'exercice sous forme de matrice de matérialité, avec d'un côté les impacts sur les parties prenantes et de l'autre l'importance pour l'entreprise. Cette représentation graphique est toujours intéressante à utiliser dans l'exercice de double matérialité, d'un point de vue communication externe par exemple, mais ça va être sur une version simplifiée. Aujourd'hui, le changement climatique pourrait représenter par exemple un risque
et un impact, c'est vrai que mettre un point changement climatique peut être légèrement réducteur, mais toujours intéressant dans un souci de communication et de simplification. Il sera utile pour l'entreprise de garder, elle, l'intégralité des résultats, plus détaillés, que cette simple matrice utile à la communication. Nous pouvons vous recommander de, par exemple, remettre sur la chaîne de valeur de l'entreprise, en face de chaque maillon de la chaîne, quels sont les risques, les impacts, les opportunités, ce qui va permettre de faire le lien à chaque fois avec les parties prenantes, affectées ou intéressées. Et donc quand l'entreprise va vouloir travailler sur un sujet en particulier, elle saura où l'impact, le risque, l'opportunité se situe et avec quelle partie prenante il faudra aller travailler et échanger pour améliorer le sujet. Plusieurs points à prendre en compte quand vous décidez comment réaliser cet exercice de double matérialité. Tout d'abord, il est nécessaire de bien connaître les textes réglementaires qui vont venir définir comment faire l'exercice. C'est un travail qui prend du temps, qu'un cabinet de conseil aura fait pour vous et aura vraiment décrypté, analysé en profondeur. Un cabinet de conseil vous aura aussi la possibilité de vous faire bénéficier de son expérience des différents exercices qu'elle aura pu mener avec d'autres entreprises et pourra prendre du recul sur les résultats éventuellement, sur la méthodologie. Alors comment travailler avec un cabinet de conseil? Au final, vous pouvez travailler de différentes manières avec un cabinet de conseil. Soit vous pouvez lui demander de l'aide sur la partie méthodologie et mener vous-même l'exercice, soit le cabinet peut vous aider depuis le début de l'exercice jusqu'à la fin, en vous aidant sur la qualification des impacts, risques, opportunités, sur l'évaluation en menant les entretiens, sur la consolidation des résultats et sur challenger les résultats au final. Une fois que vos impacts, risques et opportunités les plus matériels et ceux sur lesquels vous allez devoir communiquer ont été identifiés, après va venir la question de ce que je vais devoir publier sur ces sujets. Là, l'Europe a donné des guides, ce qui s'appelle les ESRS, et European Sustainability Reporting Standards, qui expliquent pour chaque sujet quelles sont les informations qu'elle souhaite voir publiées, à la fois d'un point de vue qualitatif, quelles sont mes politiques, quelles sont mes actions, mes projets sur l'entreprise, ma gouvernance sur les sujets, et mes informations quantitatives, quels sont les indicateurs, les résultats. Alors, une fois que vous avez réalisé vos analyses de double matérialité, que vous avez identifié vos enjeux, la question à se poser va être qu'est-ce que j'ai moi en interne comme information disponible et qu'est-ce que me demandent les ESRS? Et de réaliser finalement ce qu'on appelle un gap analysis, une étude d'écart entre ce que j'ai déjà, ce que je vais devoir publier et voir quelles sont les informations manquantes pour voir comment faire pour les publier, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans.